que c'est quand même une thématique quand même complexe aujourd'hui, donc je vais inviter une autre belle voix à se joindre à nous. Donc Mona Bello, qui prendra la parole sous la sécurisation culturelle autochtone, rétablissement de la dignité et réduction des inégalités, va se joindre à nous bientôt. Elle est Innu du Nunavut, excusez-moi, qui vit présentement dans la ville de Québec. Elle a récemment donné une conférence à Architectes sans frontières qui a vraiment interpellé l'équipe, la IDQ, raison pour laquelle elle est là. Donc, il y a ce défi pour elle d'aller au-delà de nos préjugés, de comprendre le poids de la colonisation. Donc, quand je parle de poids, imaginez que vous alliez vous allonger tranquillement quelque part. Il y a quelqu'un qui se met sur vous, sans parole, sans consentement. Cette personne est sur votre corps. Colonisation. Donc, pour bien avancer, pour mieux construire différemment, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on parle de ces malaises-là pour aller de l'avant. Donc, on accueille Mona. Je suis trop petite, je ne vois pas les écrans. Hola, écoute, mon nom c'est Mona Bello. Mona Bello, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur pour moi de parler de mon peuple, de ma culture, des très très belles cultures autochtones. Et c'est toujours un peu émouvant pour moi, donc je vous demande d'être un peu patient si je deviens un peu émotive. C'est vraiment, je le vois vraiment comme un privilège de venir parler des Autochtones. Donc, moi, je vais vous parler un peu de l'importance de la sécurisation culturelle autochtone dans le rétablissement de la dignité des Autochtones. Puis, c'est mon travail au quotidien. C'est juste, je suis dans un contexte avec lequel je suis moins familière, mais ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment contente d'être ici ce matin avec vous. Donc, qui est-ce que je suis? Ça me fait toujours bizarre. Je veux toujours enlever cette diapo-là dans mes présentations. Puis ma boss a dit non, non, non. Il faut que les gens ils sachent t'es qui. Donc, je suis une Inuk et non une Innu, originaire d'Iqaluit au Nunavut. J'ai plus de 10 ans d'expérience en recherche autochtone à l'université. Donc, le milieu de la recherche, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. J'ai été coordonnatrice pour la recherche en santé qui s'appelait, c'était une grande enquête là, de santé qui s'appelle Hanupita National Inuit Health Survey. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans pour le Nunavut et aussi le Nunavik. Je suis aussi l'ancienne présidente du Hawigertit Health Research Center qui est situé à Iqaluit au Nunavut dans mon village natal. J'ai aussi siégé sur le comité d'experts en sécurisation culturelle autochtone de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, suite au décès là, tragique de Joyce Echaquan. Donc, on a fait beaucoup de travail avec l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Puis ça, je suis très, très contente de l'expérience que j'ai acquise là. J'ai aussi écrit la préface d'un livre. Et aussi, j'ai été directrice générale du réseau Jeunesse Première Nation Québec-Labrador. Et présentement, je travaille dans une firme privée en architecture, design urbain qui s'appelle Groupe BC2 et je suis là à titre de directrice principale du soutien aux communautés et à la sécurisation culturelle autochtone. Donc, la recherche, la sécurisation culturelle, la santé publique, ce sont des sujets qui me passionnent beaucoup. Je voulais commencer avec une citation de Elisapi que vous connaissez sûrement tous, tous et toutes. J'avais besoin de partir pour retrouver qui je suis, ou retrouver d'où je viens, retrouver la beauté d'où je viens. Donc, comme vous savez, il y a beaucoup d'Autochtones qui vivent en milieu urbain. Vous avez certainement des clients qui sont autochtones. Et moi, je viens vous parler un peu de ce que vous ne voyez pas peut-être avant qu'ils arrivent chez vous. Donc, c'est la beauté d'où on vient. Donc, le contexte. En sécurisation culturelle autochtone, c'est vraiment important de comprendre le contexte. C'est pas juste d'être un peu... j'ai l'impression que cette personne-là est peut-être autochtone ou on ne sait pas trop d'où elle vient d'un peu loin, mais elle a des difficultés, elle a des défis. Mais c'est vraiment important de comprendre le contexte dans lequel, un peu l'histoire de vie de cette personne-là. Et donc, je vais vous parler un petit peu du contexte. Après ça, je vais vous parler vraiment c'est quoi la sécurisation culturelle autochtone.
Il y a des gens qui ont travaillé auprès des Autochtones qui ont toujours eu cette approche-là, une approche bienveillante, une approche de rétablissement de la dignité, d'amour et tout ça. Mais maintenant, c'est un peu le buzzword dans différents milieux. On parle de sécurisation culturelle autochtone. Donc, c'est de ça que je vais vous parler tout à l'heure. Puis, on va discuter un petit peu de comment on fait pour mettre en pratique la sécurité culturelle autochtone au sein de votre pratique. Donc, le contexte autochtone. Comme vous savez, c'est pas toujours évident. Les Autochtones, en principe, jusqu'à il y a... moi, je peux vous dire, ma mère, elle est née dans un igloo. Elle est née on the land. Puis moi, j'ai un bac à l'Université Laval et je travaille en recherche autochtone. Donc, comme vous savez, c'est vraiment un pas de géant qui a été accompli. Ma mère, elle a grandi un peu dans ce qu'on peut appeler quasiment l'âge de pierre. Puis maintenant, elle est sur Facebook et sur TikTok et elle scrolle toute la journée. Donc, comme vous savez, il y a plusieurs raisons qui forcent les gens ou qui amènent les gens à quitter nos milieux. Parfois, c'est vraiment... et là, quelqu'un vient d'en parler, la crise du logement, c'est vraiment extrême. On pense que c'est extrême ici, mais chez nous, c'est juste depuis toujours. Et c'est vraiment, vraiment intense. Des fois, il y a des 14, 15 personnes qui vivent dans des maisons de 2 chambres à coucher. Donc, ou des gens qui sont obligés de rentrer dans des voitures pour dormir au chaud parce qu'il fait vraiment très froid chez nous, c'est l'Arctique. Donc, la crise du logement, on pense que c'est vraiment intense et c'est intense. Je ne veux pas nier qu'il y a une crise du logement ici, mais chez nous, c'est encore plus extrême. C'est ça, la crise du logement amène la surpopulation dans les maisons pour la prévention des maladies, c'est pas évident. Le bien-être, c'est pas évident non plus. Quand tu n'as jamais un endroit à toi, il y a des gens qui vivent quasiment une bonne partie de leur vie à vivre dans la pièce, la salle mécanique avec un petit matelas par terre parce qu'il n'y a pas de place dans les maisons. Il y en a aussi qui fuient la violence. Comme vous savez, on est en situation coloniale, on n'est même pas en situation post-coloniale et on ne le sera jamais parce que les non-autochtones sont encore des occupants sur le territoire ici. Toute notre historique nous amène à des fois vivre de la violence au sein des communautés, vivre une vie un peu dysfonctionnelle. Donc, c'est sûr que ça peut amener les gens à venir déménager dans les villes. Il y a aussi un manque d'emploi. Le développement économique, c'est pas toujours évident dans des petits endroits. Des petits villages de 150 personnes, parfois, il n'y a pas beaucoup de travail. Le coût de la vie extrême, encore une fois, on pense que c'est vraiment pas bon ici, mais ça ne l'est pas non plus et tout le monde le remarque, mais chez nous, le coût de la vie est vraiment extrême à cause les frais de transport sont vraiment importants, donc ça coûte vraiment très cher. Il y en a aussi qui descendent pour les études, l'amour, c'est pas toujours la grosse catastrophe qui fait que les gens ils vivent en milieu urbain. Puis il y en a aussi que c'est le rêve américain. Moi, quand je vivais dans mon village, je pensais que le Sud, c'était comme dans l'émission Dallas, tout le monde vivait dans des grosses maisons avec des grosses voitures et tout ça. Donc, des fois, les gens partent pour juste avoir envie de vivre autre chose. Comme vous savez, ma mère, elle a vécu la vie nomade. Elle a vécu vraiment la vie traditionnelle. Puis là, on nous a forcés à vivre dans les maisons. Donc, nos cultures autochtones, parce qu'elles sont différentes, l'une de l'autre, évidemment, elles ne sont pas toutes pareilles. Quand on dit les Autochtones, on n'est pas juste un ensemble uni. On a vraiment des cultures riches. Vraiment, on était des nomades, on était forts, on était résilients, on était... débrouillard. Puis si je suis ici aujourd'hui, c'est vraiment grâce à la résilience de mes ancêtres, leur force, leur connaissance vraiment extrême du territoire. Puis je les remercie à tous les jours. On a vraiment un sens élargi de la famille aussi. On devait dépendre l'un de l'autre. Chacun avait un rôle à jouer au sein de la famille pour assurer que le clan allait survivre sur le territoire. Donc, chacun était valorisé dans ses compétences, dans ses connaissances. Puis c'est quelque chose on a encore un petit peu aujourd'hui, mais qui s'est un peu perdu malheureusement. C'est pas évident dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui de préserver nos langues, préserver nos manières de voir la vie, préserver notre culture. Quand on vit en milieu urbain, c'est pas toujours évident de se retrouver dans tout ça. On se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui me rattache? Puis, ça, il faut en être conscient. Donc, on a vraiment des défis multiples. On est loin de chez nous, souvent, loin de ceux qui nous
qui nous appuient, qui nous supportent, qui nous aiment. T'sais, on est dans une culture, une langue étrangère. La plupart des Inuits que vous allez croiser, ils sont issus de cultures où est-ce qu'on parle Inuktitut, mais aussi surtout l'anglais. Donc le français, souvent, c'est même une troisième langue. Ça, il faut toujours en tenir compte. On vit de la discrimination, de la marginalisation sociale. On peut vivre du racisme. Moi, j'en vis quasiment tous les jours. Malheureusement, c'est assez intense des fois. On peut être dans des situations économiques précaires à cause de ça. Donc, qu'est-ce que la sécurisation culturelle autochtone? Donc, je ne vais pas y aller dans les grands principes, mais ça a été... c'est maintenant le buzzword dans beaucoup de milieux autochtones, mais c'est vraiment de travailler toujours dans la bienveillance, dans voir la vie au travers de l'autre personne. C'est pas juste voir la personne pour les problèmes qu'elle porte en elle ou les défis qu'elle porte en elle, mais de vraiment y aller avec, vraiment essayer de comprendre c'est quoi le vécu de cette personne-là. C'est un peu comme ça que je le présenterai, sans y aller dans la grosse définition formelle. C'est d'être dans la bienveillance, puis de vouloir aussi adapter, toujours s'adapter en tant que personne, pour vraiment comprendre l'autre personne, puis vraiment essayer d'être au service de cette personne-là. Donc, moi, en tant qu'Inuk, je vais jamais aller dire à un Atikamekw ou à une personne d'une autre nation, « Ah, mais il faut que tu fasses ça comme ça, parce que c'est comme ça qu'on fait chez les Inuits. » On ne peut pas faire ça. Donc, en tant qu'allochtone, il faut vraiment être capable d'adapter ses stratégies pour vraiment servir la personne comme il se doit. Donc, il y a vraiment une gradation, là, la sécurisation culturelle. C'est le grand arbre qu'il y a là avec plein de fruits dedans. Donc, c'est pas juste d'être sensible à la culture. La sensibilité culturelle, c'est juste de peut-être un peu reconnaître que la personne est autochtone, être un peu sensible à sa culture, à sa cosmologie, à sa manière de voir la vie, sa manière de voir le monde, ses valeurs. Une petite coche au-dessus, c'est la sensibilité culturelle. Donc, c'est juste une petite étape au-dessus. Après ça, il y a la compétence culturelle. C'est un peu être plus équipé à être en interaction correcte avec cette personne-là. Après ça, on a l'humilité. Donc, l'humilité culturelle, c'est de savoir que notre culture, c'est pas la culture de l'autre. Puis que cette personne-là porte en elle quelque chose de vraiment riche et unique, que ce soit au niveau personnel, mais au niveau de sa culture aussi. Donc, la sensibilité culturelle amène un peu l'humilité. Donc, on vous amène à être vraiment dans l'humilité, mais une coche au-dessus, c'est la sécurisation culturelle autochtone. C'est vraiment avoir des approches qui sont extrêmement adaptées à ce que la personne vit, à son quotidien, à ses valeurs et tout ça. Il y a beaucoup de papiers qui ont été écrits là-dessus. On peut en entendre parler beaucoup. Je vous invite à peut-être pousser votre réflexion pour avoir toujours une approche toujours plus culturellement sécure. Puis, la prémisse de la sécurité culturelle, c'est de ne jamais nuire. Donc, ne jamais nuire à sa cosmologie, sa manière de voir la vie, ne jamais nuire à la culture de l'autre personne, c'est de ne jamais nuire à la langue de l'autre personne. Donc, c'est vraiment essayer que ce trésor-là, que cette personne-là porte en elle, reste intact le plus possible au contact des autres. Je sais que c'est pas toujours facile. Donc, c'est vraiment un spectre, là. On peut être dans la conscience culturelle, comme je l'ai mentionné, de savoir que cette personne est autochtone, mais on ne va pas vraiment adapter nos manières de faire parce que c'est comme des manières éprouvées ou c'est ça, qui ont fait leurs preuves. Après ça, on a la compétence culturelle où est-ce qu'on comprend plus. On va savoir comment peut-être dire allô à la personne dans sa langue. Donc, la compétence culturelle, c'est ça, c'est d'avoir peut-être de comprendre un peu c'est quoi les différentes nations, peut-être comprendre c'est quoi la différence entre un Innu ou un Inuk. C'est des compétences culturelles de base, mais on veut aller toujours au-delà de ça. Après ça, on a la sensibilité, où est-ce qu'on va peut-être comprendre c'est quoi un peu les valeurs autochtones. Ça va être quoi un peu, qu'est-ce que cette personne-là porte en elle comme héritage par rapport à la colonisation. Donc là, on est encore un petit peu plus loin dans tout ça. Mais quand on veut arriver dans la sécurisation culturelle, c'est ça, c'est qu'on ne va jamais
on ne va jamais essayer de, je m'excuse pour le terme, mais je ne sais pas comment dire autrement, mais blanchir cette personne-là, blanchir sa culture. Donc, on veut qu'elle reste qui elle est, avec ses forces et ses faiblesses, même si on va essayer de travailler sur ses faiblesses. Donc, c'est vraiment, la sécurité culturelle, là, c'est vraiment déterminé à partir du point de vue de la personne. Donc, si on dit « Ah, mais moi, j'ai été vraiment culturellement sécuritaire avec cette cliente-là », après ça, on en demande à la cliente, puis elle dit « Non, vraiment pas. Elle m'a dit que j'étais Inuk au lieu de dire que je suis Innu. Elle m'a dit que j'étais, je sais pas, elle était indienne au lieu de dire qu'elle est autochtone. » L'évaluation de la sécurité culturelle ne se fait pas au travers des yeux de l'allochtone qui travaille avec l'autochtone, ça se fait au travers des yeux de l'autochtone. Puis ça tient compte des contextes sociaux, des politiques, des historiques, de tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on continue à vivre dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Puis ça nécessite une autoréflexion là, de la part des intervenants, de vraiment se dire, est-ce que mon approche est bonne? Est-ce que je fais la bonne chose pour cette personne-là? Est-ce que je suis vraiment aidante ou aidant pour cette personne-là? Ou est-ce que je suis en train de faire des gaffes? Est-ce que je fais des micro-agressions avec cette personne-là? Est-ce que je nuis un peu à sa culture, à sa langue, à son identité? Puis c'est vraiment une approche là, antiraciste, d'humilité culturelle, de savoir que la culture de cette personne-là, elle est au même niveau que la culture allochtone. Ça, des fois, on ne prend toujours pas pour, pour acquis dans les interactions qu'on a. Puis même moi-même, quand je suis en relation avec d'autres autochtones, j'ai mes biais culturels à moi, évidemment. Fait qu'il faut aller vraiment être toujours dans s'améliorer, être toujours chercher à comprendre plus. Puis, c'est aussi des soins, puis je pense que c'est la prochaine présentation. C'est des soins tenant compte des traumatismes et de la violence. C'est vraiment reconnaître qu'on est en position, puis la culture dominante, elle nous domine encore aujourd'hui. Dans la plupart des écoles, on peut pas être enseigné dans notre langue, c'est en anglais ou en français. Quand on commence à regarder ça, la situation coloniale, elle est vraiment oppressive et oppressante encore aujourd'hui, puis ça, il faut le reconnaître. Donc, comment est-ce que vous pouvez pratiquer ça dans votre travail au quotidien, d'avoir une approche toujours plus sécure culturellement? Donc, c'est vraiment de changer les perceptions pour voir la réalité. Donc, si on dit, bon, la perception, ça peut être, ils sont tous alcooliques ou ils sont tous toxicomanes ou... la réalité, c'est que, bon, ils ressentent toujours les répercussions du colonialisme. Ça, je pense que j'ai aucun doute que pour vous, c'est un acquis dans le travail que vous faites à tous les jours. Mais si on regarde dans la population en général, c'est pas quelque chose qui est acquis. Ils sont agressifs et violents. Beaucoup de personnes autochtones ont vécu des traumatismes dans le passé qui ont beaucoup impacté les générations du passé et celles à venir, malheureusement. Ils sont tous dépendants du gouvernement. C'est des préjugés qu'on entend souvent. Ils luttent pour protéger leurs droits et contre des politiques qui sont intrinsèquement coloniales ou dévastatrices pour nos cultures. Ils vivent tous sur des réserves. 50% des Autochtones vivent en milieu urbain aujourd'hui. Donc, pour toutes les différentes raisons que j'ai nommées plus tôt. Ils sont tous paresseux. Il y a des personnes autochtones qui contribuent dans plusieurs domaines en dépit des barrières systémiques. Donc, il faut voir ça, qu'on n'est pas tous des personnes qui vivent des difficultés au quotidien. Il y en a qui ont réussi pour plusieurs raisons à être des contributeurs de la société. Puis, ils exploitent les systèmes de services sociaux. Les Autochtones en milieu urbain, ils sont loin, comme je l'ai mentionné, très éloignés, souvent de leur famille, des personnes qui les soutiennent, des amis de leur territoire. Ces services-là sont nécessaires pour rétablir un peu l'équilibre dans la vie de cette personne-là. Donc, quand j'ai mentionné tout à l'heure qu'on n'est pas juste un blob, les Autochtones, c'est tellement c'est tellement pas une belle approche. Là. Il faut vraiment reconnaître l'unicité de chaque culture, de chaque nation, la langue. Nous sommes vraiment unis par des valeurs
similaires, mais on n'est pas la même culture. Donc, on peut pas travailler, intervenir avec un Inuk de la même manière qu'avec une Atikamekw. Puis, c'est vraiment de chercher à ne pas imposer sa propre culture, ses propres valeurs, ses propres idéologies, sa propre langue. C'est aussi de reconnaître tout l'historique de difficultés qu'on a vécu très, très, très rapidement. Le pas de géant, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans d'autres peuples, le pas a été des pas de bébés qui se sont faits sur des années, mais nous, c'est vraiment, ou sur des générations, mais nous, c'est au sein d'une génération, ça a été un changement drastique de culture. Ça, il faut le reconnaître. Donc, c'est vraiment d'avoir une approche là, bienveillante, puis dans le respect et la confiance. C'est au sein des nations inuites, au sein des nations autochtones, c'est vraiment la bienveillance puis l'importance de la relation qui est vraiment au centre de tout. C'est vraiment aussi améliorer sa compréhension là, pour demander à la personne de définir c'est quoi sa définition à elle du mieux-être. Peut-être que ça leur dérange pas de vivre dans la rue ou de consommer ici, ils peuvent, mais ils parlent bien leur langue. C'est vraiment de voir leur définition, notre définition du bien-être, du mieux-être qui va vraiment permettre aux gens de nous soutenir comme il faut. Les Inuits, on a établi un système qui s'appelle les 8 valeurs sociétales Inuit, qui s'appelle les Inuit Rauyaime Tochangit. Donc, si je le traduis, c'est comment on définit avoir une belle vie ou être en santé. Donc, je vous les présente. On a le Inuit qui est vraiment la valeur sociétale de fondement de toute la culture. Puis c'est vraiment de respecter l'autre, de s'assurer qu'on a une relation qui soit bienveillante envers les autres, que les autres aient une belle relation bienveillante et de respect envers nous aussi. On a servir la famille ou la communauté ou la collectivité et subvenir à leurs besoins. Donc, vraiment, le côté collectif, c'est quelque chose qui était vraiment et qui est toujours, au fond, un fondement de notre culture. On a aussi faire preuve de bonne volonté en étant ouvert, accueillant et inclusif. Donc, Tunganarnik, c'est vraiment d'être accueillant, puis, tu sais, quand les gens viennent chez nous, ils se sentent bien. Après ça, on a prendre des décisions à l'aide de discussions et de consensus. C'est de ne pas chercher à s'imposer à l'autre personne, c'est vraiment d'accueillir cette personne-là puis d'arriver ensemble à un consensus qui correspond au bien de tout le monde. Après ça, c'est acquérir des compétences par l'observation, par le mentorat, la pratique, c'est mettre des choses en pratique, c'est l'essayer, c'est mettre la main à la pâte. Nous, on n'avait pas des professeurs qui nous, tu sais, nos grands-parents, c'était pas des professeurs qui disaient « tu vas faire ci de telle manière », ils vont pas nous donner une recette, ça va être l'observation, tu sais, l'apprentissage par l'observation. Travailler ensemble pour une cause commune. Après ça, on a être innovant et débrouillard. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très valorisé chez nous. Puis de respecter la terre, les animaux, l'environnement et en prendre soin. En conclusion, on a vraiment des parcours différents. On n'est pas tu sais, les Autochtones que vous allez croiser dans la rue, on n'est pas des non-autochtones avec la peau brune ou les yeux un peu bridés. On a des parcours de vie différents, donc tu sais, les soins qui doivent nous être donnés doivent être différents aussi, adaptés, culturellement sécures. Puis, chaque Autochtone que vous croisez dans la rue ou dans votre pratique a vraiment portant en elle un héritage riche et tragique à la fois. Donc, c'est de reconnaître la beauté d'où on vient, puis de ne pas juste voir le résultat à la fin qui est peut-être la consommation ou l'itinérance ou la violence. Donc, nous, en tant qu'Autochtones, on a vraiment une guérison collective là, à avoir. Puis, parce qu'on a vécu des choses vraiment terribles dans le passé et on continue d'en vivre aujourd'hui, malheureusement. Donc, cette prise de conscience-là, cette guérison collective, là, elle est un peu longue, donc il faut être un peu patient avec nous. Je vous remercie.